il faut quand même que vous compreniez que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça ne va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations. Le 23 janvier 2023, la tension était palpable sur le plateau de BFM TV. Ce soir-là, dans l'émission 22h, Max, animé par Maxime Switek, un invité pas comme les autres, était en direct depuis Moscou. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Dès les premières minutes, le ton est donné. L'échange est tendu, frontal, presque électrique. Au cœur du débat, la guerre en Ukraine, le rôle de la France et l'implication des pays occidentaux face à la Russie. Face aux questions insistantes du journaliste, Piotr Tolstoï adopte une ligne dure. Il accuse ouvertement les pays européens de prolonger le conflit par leur soutien militaire à Kiev. Il affirme que la France, en livrant des armes, s'inscrit directement dans une logique d'hostilité envers Moscou. Une déclaration qui choque, qui interpelle et qui fait immédiatement réagir sur les réseaux sociaux. Mais ce qui marque surtout les esprits, ce sont ses propos sans détour. Il assume une position offensive, parle de confrontation, critique l'OTAN et défend la stratégie russe sans concession. L'entretien devient alors un face-à-face idéologique. Deux visions du monde qui s'opposent, deux narratifs irréconciliables. Maxime Switek tente de pousser son invité dans ses retranchements. Mais il faut quand même que vous compreniez que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça ne va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, 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 c'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors on verra bien où va s'arrêter l'armée russe. Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites il ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. C'est pas ça de négocier. Non, on ne dit pas ça. Et si vous connaissez les négociations à Istanbul, qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington, on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les a pas laissés de signer avec les Russes aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener des négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Vous avez toujours, pardon Piotr Tolstoï, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi à prendre il y a un an. Vous avez toujours ça en tête. On a ça dans nos plans militaires. C'est pas les fantaisies. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir l'année dernière, alors que vous aviez l'avantage de la surprise? Pour l'instant, on va pas avoir les pertes colossales avec la résistance ukrainienne. On va aller petit à petit. Donc, vous inquiétez pas. Ça, c'est la tactique et la stratégie. Ah oui, donc vous avez perdu à Kiev il y a un an parce que vous l'aviez décidé. C'est intéressant. Et vous dites quoi des 700 000 Russes jeunes qui ont quitté le pays, en fait? C'est les estimations du FSB. Je ne suis pas sûr dans ce chiffre-là parce que... Vous n'êtes pas sûr du FSB? FSB... Non, mais ce n'est pas FSB qui vous dit ça. Vous avez lu ça dans le journal. Malheureusement, c'est la qualité d'analyse, Elsa. 200 000, 300 000, 400 000. Mais ces gens-là, je peux vous dire, soit ils vont revenir en Russie et ils vont revenir en Russie en condition de participer dans la défense du pays, soit ils vont jamais revenir. Ça, c'est tout à fait clair. Et on va faire tout pour que les gens qui ont refusé leur service militaire en Russie et qui aujourd'hui se trouvent aux alentours d'un Kazakhstan, Arménie, dans les pays voisins, qu'ils ne vont jamais prendre les postes importants ou un grand business dans la Russie de futur. Vous êtes en faveur de la saisie de leurs biens? Non. On peut saisir le bien seulement après le procès, après le jugement. Pour ces gens-là, on ne fait pas un procès. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, comme les citoyens russes, ils payent par exemple 13%
d'impôt sur le revenu, la flat tax. mais après avoir resté 6 mois à l'étranger, ils vont payer 30% impôt sur le revenu. Donc pour eux, ça serait ça la différence. Piotr Tolstoï, question ce soir en direct sur BFM TV de Sergueï Girnov pour vous. J'ai pas la question, mais c'est plutôt une remarque, parce que bon, c'est vrai que M. Tolstoï, on le connaît, donc il a une très très mauvaise foi manifeste quand il fait ses déclarations. On peut reprendre point par point ces déclarations. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est une personne cultivée qui a travaillé pour la France, qui a étudié le français, qui est un journaliste qui a travaillé pour Le Monde, pour France Presse à Moscou, et donc qui a changé complètement de discours maintenant. Mais en fait, ce qui m'a extrêmement étonné aujourd'hui, c'est que M. Tolstoï a osé contredire le président russe. Et donc, est-ce que c'est un rébellion? Parce que le vice-président de la Douma, il a prononcé le mot de guerre, qui est interdit en Russie, pour lequel les gens vont en prison en Russie et sont condamnés à 7 ans de prison. Et M. Poutine dit, nous ne menons pas une guerre, nous menons une opération spéciale. Et M. Tolstoï, depuis toutes ses déclarations, parle de guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, M. Poutine a dit, nous avons commencé cette opération spéciale pour ne pas conquérir les terres ukrainiennes. Et là, M. Tolstoï dit, on ne va pas arrêter cette guerre tant qu'on n'a pas conquis toutes les terres. Et ça, j'adore M. Tolstoï, parce que normalement, si vous n'aviez pas l'immunité de la Douma, vous serez en prison normalement. Votre réponse, Piotr Tolstoï. Monsieur Girnov, vous permettez que je vous réponde. Vous avez aussi retourné votre casquette en étant agent KGB. Aujourd'hui, vous êtes analyste sur la télé française. Mais je peux vous dire que l'opération spéciale militaire que vous appelez une guerre en Ukraine va se dérouler jusqu'à ce qu'on ne termine pas le processus de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Par contre, les coups de l'aviation et des missiles russes sur le territoire de l'Ukraine, c'est dans le cadre de décommunisation. Parce que toutes les stations électriques ukrainiennes, tout le potentiel qui aujourd'hui travaille pour la guerre du côté ukrainien, c'est le potentiel créé par l'Union soviétique, donc par les communistes, monsieur Girnov. Mais monsieur Tolstoï, vous répondez pas, notamment, vous ne répondez pas, notamment sur ce que vous disiez, Sergueï, à l'instant, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est une guerre de territoire. Vous êtes là pour récupérer les territoires, ce que ne dit pas Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une guerre de territoire. C'est une guerre pour assurer la sécurité de la Russie, qui a été ignorée par l'OTAN et les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années. Et c'est une guerre pour démilitarisation de l'Ukraine, qui a reçu l'aide militaire de l'Occident et a commencé à recevoir juste après le coup d'État de 2014. Coup d'État parce que c'est votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a garanti à M. Yanukovych que ça n'aura pas lieu et du coup, un coup d'État a eu lieu. Donc, la Russie a garanti. La Russie a garanti en 1994, quand l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires à la Russie a garanti sa sécurité et sa souveraineté territoriale. Et d'ailleurs, vous savez très bien, M. Tolstoï, que vous avez violé la Charte des Nations Unies, que vous êtes condamné par la communauté internationale, par les Nations Unies et par le Parlement. Et la dernière question pour vous, M. Tolstoï. Vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international, et j'aimerais avec beaucoup de plaisir vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu, je vous garantis. Ce passage sur BFM TV ne fut pas une simple interview.
C'était un moment médiatique fort, révélateur des tensions diplomatiques du moment. Un échange qui illustre à quel point le conflit dépasse le terrain militaire pour s'installer aussi dans la bataille de la communication. Ce soir-là, les mots étaient de désarmes. Et le plateau de télévision est devenu, le temps d'une émission, un champ d'affrontement politique. Alors, que faut-il retenir de cette interview? Une démonstration de fermeté? Une stratégie de communication? Ou le signe d'un fossé devenu presque impossible à combler entre la Russie et l'Occident? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux d'autres analyses percutantes sur les grands moments médiatiques et politiques, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer.